Merci beaucoup. Je veux remercier Jean-Baptiste Minard. Je veux remercier Jérémy Kering et Guy Lambert, mais aussi Émilie Aujeu. Et c'était un plaisir de pouvoir être présent à cette rencontre. Et je dois dire 2 ou 3 paroles avant de commencer. Je suis un historien du XVIe siècle, pas du XIXe. Alors, et c'est très, très beau de parler dans la salle Vasari parce que j'ai écrit un livre sur Vasari, sur les biographies des architectes. Et alors, ça m'intéresse beaucoup et je continue à écrire sur Vasari. Et ce livre, c'était ma première fois de être hors du champ de la Renaissance. Et vous savez qu'en Allemagne, on doit ça faire. Mais on a fait une exposition de livres au Zentralinstitut für Kunstgeschichte et c'était une occasion pas de faire une histoire compréhensive de cette historiographie de l'architecture, mais d'avoir une occasion de réfléchir sur l'histoire de l'architecture, et ça c'est la chose centrale de ce livre et de l'exposition que nous avons vue à Munich, parce que le directeur du Zentralinstitut, Ulrich Pfister, a voulu faire ces expositions de livres avec des thèmes assez intellectuels et difficiles, parce qu'il pensait que dans les musées c'est souvent difficile à faire des expositions comme ça. Alors, c'est une des idées. Et je dois dire que moi, j'ai justement simplement fait cette petite exposition, mais il y aura un très beau livre qui Christopher Drew Armstrong qui est là et qui a aussi écrit une entrée dans mon livre. Je suis très content qu'il est là. Et Christopher Drew Armstrong, Petra Brauer et Martin Bressani vont faire un très beau livre en anglais, alors ça pourrait circuler beaucoup mieux, où ils étudièrent en mode très serré ce thème. Le désir d'avoir l'histoire de l'architecture du monde à la main dans un volume a pris de l'élan dans les dernières années. Des publications qui se nomment de façon programmatique Architecture, The Whole Story, ou A Global History of Architecture, ou Architecture Since 1400, sont apparus principalement dans les pays de langue anglaise. Se distanciant des projets éditoriaux antécédents, les auteurs de ces volumes ne divisent pas l'histoire de l'architecture selon les époques, les cultures, les pays ou les zones géographiques, mais visent à donner le monde dans un livre. Particulièrement éclairantes et en même temps très différentes sont les approches du professeur de l'école d'architecture du MIT à Boston, Mark Jarzombek, et de l'historienne de l'architecture du XXe siècle, Kathleen James Chakraborty. Jarzombek a conçu avec son co-auteur Vikramaditya Prakash et le dessinateur très connu Francis T. Ching un volume qui découpe l'histoire de l'architecture en 7 tranches chronologiques et qui limite l'importance relative de l'Europe. Seulement un tiers des monuments qui figurent sont européens. Dans la tranche autour de 1200 se trouve la cathédrale de Saint-Denis, celle de Chartres, mais aussi encore, évoquée par Michael Falzer hier, et la grande mosquée à Djenné en Mali. Ni époque, ni événements politiques ou historiques ne troublent la présentation des monuments qui sont brièvement évoqués en matière très essentielle. Les monuments, extraits de leur contexte historique et politique, s'offrent au lecteur sans ordre et narratif dominante apparente. Ils constituent une sorte de vocabulaire de l'architecture qui peut être récombiné et arrangé à volonté. La situation topographique du monument est toujours évoquée et la quasi-totalité des bâtiments a été visitée et photographiée par les auteurs pendant 2 campagnes photographiques touchant les 5 continents. Malgré toutes les critiques qui peuvent être légitimement
être fait à cette publication, le grand mérite est d'avoir stimulé un débat et d'avoir bouleversé les notions de canonicité traditionnelle. Bon. Et l'historien, alors c'est cet ouvrage ici, à votre gauche, et l'historienne d'architecture Kathleen Jane Chakraborty, par contre, limite son approche à l'histoire de l'architecture dès 1400, commençant avec la période héroïque de l'art européen, la Renaissance. Elle ouvre le panorama à une véritable histoire croisée de l'Europe, de la Chine, de l'Amérique et de l'Empire islamique ottoman et safavide. Cette histoire croisée est menée à la conclusion avec les cités globales d'aujourd'hui. Sans s'étendre sur tout le globe, cette histoire privilège les contacts, l'hybride, les échanges entre culture et géographie. L'histoire est clairement influencée par un agenda postcolonial. L'auteur détend la modernité, qui d'habitude n'est qu'accordée à l'Occident, sur d'autres traditions, cultures et géographies. Ces deux livres montrent que la question d'une histoire d'architecture globale est à l'ordre du jour. En même temps, une véritable histoire globale de l'architecture reste quand même un projet inachevé, peut-être inachevable. Les approches de Jarzombek et Jane Chakraborty sont expérimentales et heuristiques. Ils ouvrent, redressent et questionnent l'ordre de l'histoire de l'architecture et apportent des nouveaux arguments à une critique de l'eurocentrisme. Ces tentatives de synthèse viennent de l'enseignement dans les universités des États-Unis, ici et surtout à Berkeley. On a commencé très tôt à épandre la leçon introductive pour envisager une compréhension du monde plus englobée. La synthèse pose quand même des problèmes inhérents et l'on se pose légitimement la question si la complexité des problèmes, particulièrement d'une histoire croisée, peut être abordée dans un manuel visant à inclure les monuments de tout le monde. Effectivement, c'est un projet impossible et beaucoup de manuels ne sont pas franchement un plaisir à lire. Il est très difficile d'identifier un livre d'importance capitale qui est au même moment un manuel visant à une couverture globale. En plus, on peut mettre en question l'importance du manuel imprimé dans un monde de plus en plus digital et connecté. C'est surtout le cas de la divulgation et de l'éducation générale, où le monde digital joue un rôle prépondérant. Beaucoup de monuments et bâtiments sont traités brièvement avec illustrations photographiques sur Wikipédia, par exemple. L'importance d'approche de l'histoire croisée et connectée soit globale aujourd'hui fait qu'on se pose des questions sur l'historiographie et généalogie d'un tel projet. Même si on continue à s'intéresser surtout au patrimoine bâti français ou européen, la question se pose comment écrire l'histoire de l'architecture en Europe. En quelle manière pense-t-on se situer en Europe en relation avec la Méditerranée, l'Afrique du Nord, le Proche-Orient ou la Russie? Selon l'historien de l'Université de Constance, Jürgen Osterhammer, chaque historien fait de l'histoire globale. Chaque historien inscrit son histoire dans un cadre plus large, même s'il considère ce cadre large que donné. L'histoire globale, selon Osterhammer, est une discipline surtout heuristique. Dans un très bel article intitulé On the Window That Was India, Sanjay Subrahmanyam a posé la question comment écrire l'histoire de l'Inde. Écrire l'histoire de l'Inde, ça peut dire se limiter aux grandes traditions indiennes, ou ça peut dire écrire aussi l'histoire de la domination portugaise, islamique et britannique de l'Inde. L'histographie de l'art islamique, telle qu'elle a été écrite par Gülru Necipoglu, et celle de l'art d'Afrique par Onkwoy Enwezor peuvent aider à comprendre mieux les enjeux. Necipoglu a encouragé
a porté un nouveau intérêt aux connexions entre l'art occidental et l'art islamique. Inveso, par contre, a démontré le pouvoir de l'eurocentrisme qui voit la modernité comme une prérogative de l'Europe. Alina Payne et Guru Nechipoglu ont récemment publié un volume apparu chez Princeton University Press avec le titre Histories of Ornament from Global to Local, qui fait le point sur les questions méthodiques et théoriques pour une histoire d'architecture croisée et connectée. Et aussi Barry, qui est ici avec nous, dans sa monographie sur Léon Vaudoyer, avait déjà offert beaucoup de points sur lesquels on peut réfléchir. Et cette monographie reste un modèle pour aborder l'architecture de l'Europe d'un regard transversal et connecté. Et le même se peut dire de sa exposition de l'architecture américo-latine au MoMA de New York. Pendant ma conférence ce soir, je vais présenter une panoramique des manuels d'histoire d'architecture du XIXe siècle, les manuels universels d'architecture qui seront publiés tout au long du XIXe siècle sont encore largement à redécouvrir. Ma conférence est organisée autour de l'histoire de l'art allemande en jetant des coups d'œil sur la France et sur l'Angleterre. Bien sûr qu'il y avait aussi des manuels en dehors de l'Europe au XIXe siècle et que celles-ci devaient être redécouvertes à leur fois. Alors, j'ai déjà mentionné l'exposition qu'on a fait l'année dernière et la plupart des livres qui ont été dans cette exposition étaient dans la collection du Central Institute. Alors c'est très facile à conserver, mais ça pourrait être aussi facile à voyager. S'il y a quelqu'un à Paris qui veut faire voir cette exposition, c'est facile à réaliser. La seule chose difficile, c'était de persuader notre directeur de la bibliothèque d'acheter plusieurs éditions du même livre, parce que pour faire l'histoire de l'édition, on doit avoir plusieurs éditions du même livre. Et comme il ne pouvait pas acheter, alors je l'ai acheté moi-même, parce que c'était le seul moyen de faire cette exposition. Alors, j'ai déjà parlé du très beau projet de recherche que Christopher Drew Armstrong, Petra Brauer et Martin Bressoni sont en train de faire, où il y avait une rencontre à Leiden en novembre, aussi avec Barry Bergdahl qui est ici. Et ma conférence va avoir 3 chapitres. Le premier est Monument en images, la naissance d'un traitement global de l'architecture au commencement du siècle. Le second est Histoire universelle, Franz Kugler et George Ferguson. Le troisième, c'est une espèce d'épilogue, la démise de l'histoire universelle de l'architecture. Et pour une exposition, on ne peut pas mettre des livres sans images dans la vitrine, alors nous avons privilégié les images où on peut voir l'histoire de l'architecture et on a vu un intérêt particulier à ces représentations. Avant les histoires d'architecture universelle, proprement dit, l'intérêt pour une vision globale des monuments humains s'est fait observer aux écoles d'architecture, surtout en France et en Angleterre. Ces approches du commencement du siècle, qui visent à une vision d'ensemble de tous les monuments du globe connus, se servent de l'image et de leur illustration pour achever leur but. À part des publications sorties du Cercle des architectes révolutionnaires en France, ce sont surtout les illustrations utilisées en classe pour instruire les élèves des académies. Le dessinateur britannique Joseph Gandy, connu pour ses aquarelles pour John Soane, avait montré une de ses pièces en 1836 à la Royal Academy à Londres. L'ambition de Gandy, c'était d'illustrer l'histoire de l'architecture du monde entier. C'est cette piste que je vous montre. Dès le commencement, avec les cabanes, les monuments de pierre et les tentes, jusqu'à son achèvement moderne. Pour donner de l'ordre à une telle illustration, il choisit de faire
la différence entre trois types de maisons. La maison européenne progresse de la Mésopotamie vers l'Égypte, la Grèce et Rome jusqu'à un couronnement gothique. La maison asiatique qui est ici, alors c'est la maison européenne, la maison asiatique et la maison méditerranée. Alors la maison asiatique a des étages persiennes, indiennes et chinois. Quant à la maison méditerranée, elle est fondée sur l'islamique pour progresser vers le romanesque et aboutir au mauresque. Toutes les trois maisons ont un fondement massif et solide pour se conclure dans une architecture de la légèreté et de la complexité. Pour les leçons de John Soane à la Royal Academy, Gandhi supplira des relatives aquarelles. À côté de son travail pour Soane, Gandhi a écrit un brouillon inachevé pour un traitement compréhensif de l'architecture à l'échelle mondiale qui se conserve à la British Library. Cette illustration fait part d'une dizaine des aquarelles pour accompagner son projet inachevé. Trois sous-sections de styles parallèles gouvernent le déroulement de l'histoire de l'architecture. Gandhi ne se sert pas des monuments pour illustrer les styles, par contre, il est construit de manière artificielle. C'est la raison pourquoi il ne parle pas de style, mais de caractéristiques. So, 13 comparative characteristics of 13 selected styles. So, c'est artificiel. Une croix blanche illumine d'en haut le développement de l'architecture humaine. Le premier principe de l'architecture se situe également dans le domaine religieux, avec l'idole érigée dans une mosquée au-dessus des maisons, c'est ici. En 1836, quand Joseph Gandhi exposa sa feuille L'histoire universelle de l'architecture était un genre établi. Les toutes premières tentatives étaient faites par l'architecte autrichien Fischer von Erlach, dont l'ouvrage remarquable dédié à l'empereur s'est borné à un texte bref et des planches donnant d'une vue au vol d'oiseaux des monuments anciens et modernes, incluant aussi des exemples ottomans et chinois. Et ça, c'est de 1712, puis publié un peu plus tard, de 1712 en manuscrit, puis la première publication en 1725. Et je trouve très intéressant parce que nous avons un tel recueil seulement pour l'architecture, pas pour l'histoire de l'art. Alors, il n'y a rien au commencement du XVIIIe siècle qui a une telle vision pour l'histoire de la sculpture, pour l'histoire de la peinture. Ça me semble important de dire parce que l'architecture se prête beaucoup mieux à ce type de projet. Et dans ce recueil, il y avait aussi Mecque et Médine. Et ici, c'est une vue de Mecque. Et c'est intéressant parce qu'on ne peut pas construire une Mecque à Vienne. Alors, c'est un autre type d'intérêt qui a mené Fischer von Erlach à illustrer Mecque. Mais c'est la Révolution qui a inauguré la naissance du genre avec une préhistoire sur laquelle Christopher Drams, on peut dire beaucoup mieux de moi. C'est surtout Jean-Nicolas Louis Durand arrangé dans son recueil parallèle des édifices de tout genre ancien et moderne, des illustrations tirées dans un grand nombre de récits de voyages qu'il reproduit sur des grandes planches à une échelle très réduite. Les plans des monuments sont traités par Durand comme des insectes mortes, classés selon un ordre taxonomique. Le projet de Durand s'adressait aux élèves de l'école polytechnique, leur donnant un moyen avec un prix raisonnable pour étudier le patrimoine monumental de l'humanité. Au début du siècle, les approches à un panorama mondial des monuments étaient principalement un intérêt dirigé aux images, à l'illustration et à la documentation visuelle. Une histoire au vrai sens du terme, un échelonnement
consécutif des styles et des géographies n'était pas très répandu. La prépondérance de l'image était certainement due à l'usage de ces ouvrages dans l'enseignement au cœur des écoles d'architecture. C'est le cas de Gandy à la Royal Society et c'est aussi le cas de Robert Cockerell qui était également à la Royal Society et qui a conçu lui-même des illustrations qui donneraient d'un coup d'œil une vision compréhensive du patrimoine monumental de l'humanité. Et en cette pièce qui est appelée The Professor's Dream, le songe du professeur, c'est modélé après la hypnorotomachia polyphilie, c'est clairement, alors c'est une relation là. Mais l'arrangement n'est ici ni, il n'y a pas un arrangement précis, et c'est ni chronologique ni géographique. Alors Coqueret vise simplement à impressionner par le nombre, la monumentalité et la quantité des monuments représentés. En France, Jonathan Cousin publia un livre qui suivait un récit historique, mais était remarquable surtout pour ses planches. Cousin pensa et travaillait toujours dans le cadre des idées révolutionnaires de Durand, de Cassas et Legrand. Selon Cousin, l'histoire de l'architecture s'est constituée de trois grandes traditions exemplifiées au début du livre par cette illustration connue mais intéressante. Les trois grandes traditions exemplifiées par la caverne, la tente et la cabane. Cousin reprit une idée de Quatremère de Quincy. Il associait la caverne à la fourmi et à l'Égypte, la tente à l'oiseau et à la Chine, et la cabane au raton laveur et à l'architecture de l'Antiquité gréco-romaine. Ces trois grandes traditions de l'humanité gouvernèrent le déroulement historique. L'Égypte et l'Inde, avec leurs monuments excavés de la pierre, était situé à l'origine de l'histoire de l'architecture. Il était suivi par l'architecture gréco-romaine, modélée sur la cabane, et par la Chine qui introduisait une architecture légère du type de la tente. Ici, Cousin avait l'idée assez originale et fausse que l'architecture chinoise serait à l'origine du gothique en Europe. Avec la Renaissance en Europe, l'architecture gréco-romaine s'instaure et le modèle de la cabane s'établit. En bref, c'est la fourmi, puis le raton lavateur et l'oiseau, et puis avec la Renaissance, on est de nouveau avec le raton lavateur. Cousin a condensé certaines de ses idées dans une illustration au commencement du livre, et les monuments de l'histoire de l'architecture sont arrangés sur un boulevard qui mène des origines incarnées par les simples idoles de pierre, passant par des monuments hindous, égyptiens, grecs et romains jusqu'au présent. Et ce que je trouve très remarquable de cette illustration, c'est que cet boulevard de l'architecture mène vers le spectateur, et alors le spectateur incarne le présent de l'histoire de l'architecture. Ça, c'est une idée très intéressante de Cousin de la manière comme il présente son matériau. Et je viens au second chapitre, Histoire universelle d'architecture. C'est dans les années 1840 et 1850 que des véritables histoires universelles d'architecture sont écrites. C'est Franz Kugler, professeur à l'université de Berlin, et lié à Jakob Burckhardt. Lui, il est le véritable inventeur du manuel pour l'histoire de l'art. Son Handbuch der Kunstgeschichte, manuel de l'histoire de l'art, publié à Berlin en 1842, héritier de la grande tradition ouverte au monde qui s'était installée dès la Révolution. Kugler met en ordre dans la masse des monuments. Il se sert du système développé par Georg Wilhelm Friedrich Hegel dans ses cours sur l'esthétique, le Vorlesung zur Ästhetik. Il divise le cours de l'histoire dans 4 époques: l'art symbolique, l'art classique, l'art romantique et l'art moderne. Kugler inclut l'Inde, la Perse, la Chine, l'art islamique et l'art de l'Amérique précolombienne et celle des îles de l'océan Pacifique. Comme Kugler ne peut pas ranger ses géographies dans le temps,
il utilise la description de la Terre comme elle était pratiquée à Berlin par Alexander von Humboldt dans son Cosmos. Le système de Kugler a été adapté par lui-même à l'histoire de l'architecture. Le grand continuateur de Kugler, Lübke, est connu seulement pour ses manuels et était professeur à l'école polytechnique de Zurich et après à Karlsruhe. Wilhelm Lübke était un des grands divulgateurs de l'histoire de l'art. Il acceptait les femmes dans ses cours au Polytechnique de Karlsruhe et était critiqué par les autorités pour cette ouverture des cours universitaires. Lübke publia une série de manuels qui étaient imprimés tout au long du XIXe siècle et qui ont même survécu la Première Guerre mondiale. Et dans le livre, c'était Henrik Kage et Ute Engel qui ont écrit sur ces deux volumes. Pourtant, toutes les traditions faisaient et le système de Kugler adaptait les monuments du monde au système d'une histoire hegelienne et les arrangeait autour d'un récit central européen. Pourtant, toutes les traditions faisaient part d'une histoire unitaire et compréhensive. Kugler et ses successeurs avaient conçu l'architecture humaine du monde comme une unité. James Ferguson, qui a été redécouvert par Petra Brouwer, James Ferguson, un historien de l'architecture originaire de l'Écosse, qui avait fait sa fortune dans la colonie britannique de l'Inde, publiera en 1855 son livre Illustrated History of Architecture, en 2 volumes. L'histoire de l'architecture du monde consista pour Ferguson en 2 parties bien distinctes: l'architecture chrétienne et l'architecture païenne. L'histoire de l'architecture et ces 2 traditions étaient traitées dans les 2 volumes. La division de l'histoire de l'architecture en 2 parties est un précurseur de la contraposition entre Occident et Orient, or the West and the Rest. Le traitement de l'architecture qualifiée de païenne est extrêmement détaillé. En ouverture de ce volume, Ferguson a placé 2 illustrations, le Parthénon à Athènes et la tour de Chittorgarh en Indie. Le traitement de l'architecture païenne arrange les cultures et les traditions selon leur rapport à l'architecture européenne. L'architecture païenne, avec relation à la tradition européenne, est privilégiée. Par contre, l'architecture de la Chine, de l'Amérique et de l'Inde est reléguée comme une histoire à part qui n'est pas en relation avec l'Europe. En 1862, Ferguson a publié son History of Modern Styles of Architecture, ça c'est ce livre-ci, où il continue son histoire jusqu'au présent. Et ça, c'est une histoire très remarquable, c'est l'histoire des styles modernes de l'architecture qui englobe l'Europe, l'Amérique, mais aussi l'Empire ottoman, les colonies européennes et la Russie. Pour Ferguson, l'architecture dès la Renaissance jusqu'à aujourd'hui est en décadence parce qu'elle imite des styles antérieurs. C'est la raison pourquoi Ferguson désigne les styles d'architecture avant la Renaissance comme des styles vrais et les styles après la Renaissance comme des styles imitatifs. L'architecture de tout le monde avant la Renaissance est vraie, par contre, l'architecture de l'Europe, de ses colonies et des autres pays modernes est imitative. Avec les 2 modèles développés par Kugler et Ferguson, l'histoire universelle d'architecture devient force au XVIIIe siècle. Franz Kugler était étroitement lié à des cercles littéraires à Berlin et son projet est héritier du romantisme allemand. James Ferguson, par contre, a fait sa fortune dans l'empire colonial britannique et son manuel est publié après les premières expositions universelles de Londres. Tout au long du siècle, le genre de manuels d'histoire universelle d'architecture sont étroitement liés aux expositions universelles. Au cœur des expositions, la thématique est traitée avec grande variété d'approches. La popularité et la force divulgatrice de l'architecture est bien ressentie au XIXe siècle dans la presse illustrée populaire, les expositions et les manuels. À l'occasion de l'exposition universelle de Paris de 1899, l'architecte de l'Opéra, Charles Garnier, faisait construire des pavillons directement au-dessus de la tour
des 300 mètres de Gustave Eiffel. Chaque pavillon était dédié à une culture, une époque, une dimension géographique. Et le parcours illustrait pour le visitateur de l'exposition une histoire universelle de l'architecture avec le titre « L'habitation humaine ». À cette date, c'est un des plus grands musées en plein air dédiés à l'architecture. Durant ses visites à l'exposition universelle, le président de la République logeait dans la maison romane du parcours, donnant de l'attention additionnelle à la présentation de Garnier. Le parcours fut très populaire pendant la durée de l'exposition. L'architecture des pavillons, par contre, n'était ni fiable ni particulièrement soigneuse. Et je cite Charles Garnier, c'est presque en fermant les yeux et en les voyant alors comme dans un rêve que ces types dépassés en étaient fermés. Fin de la citation. Le caractère arbitraire de la création des pavillons et la volonté de l'architecte d'amuser les visitateurs dévancent la reconstruction archéologique et historique. Avec son ami et professeur au lycée Auguste Amann, Garnier publiera ses parcours de l'exposition dans un volume avec un long texte et beaucoup d'illustrations. Garnier avait réservé toute la partie au début du parcours à l'architecture préhistorique. Les origines anthropologiques et ethnographiques de l'habitation humaine étaient traitées avec beaucoup d'ampleur et en manière très détaillée. L'intérêt ethnographique et anthropologique est sans doute la partie la plus originale du parcours de Garnier. Le télos du parcours de Garnier était la maison bourgeoise parisienne de la fin du siècle où s'achevait la longue histoire de l'habitation humaine. Et bien sûr, il y a un autre livre de Viollet-le-Duc, l'histoire de l'habitation humaine de 1875, qui est structuré autour du concept fort problématique de la race. Comme l'ont bien démontré Éric Michaud et Michaela Pasini, la race était un concept fortement répandu et utilisé qui jouait un rôle important dans l'histoire de l'art du XIXe siècle. L'importance du parcours de Garnier et son succès considérable faisait que Bannister Fletcher, dans le manuel le plus imprimé tout au long du XXe siècle, sa History of Architecture, utilisait un cliché du pavillon égyptien de Garnier pour illustrer l'architecture égyptienne. Et c'est assez étrange. Étienne Barbero, auteur d'une histoire des styles d'architecture dans tous les pays de 1891, a utilisé plusieurs pavillons du parcours de Garnier pour illustrer son livre. Les créations arbitraires et fantastiques de Garnier étaient investies d'une autorité historique et archéologique par les auteurs des manuels à la fin du siècle. Garnier divulguait l'idée consolidée déjà dans le manuel de Ferguson que seulement l'architecture menant à l'Europe avait une histoire. Toute l'architecture du reste du monde était hors de l'histoire. Cette idée recevait une illustration dans le manuel de Bannister Fletcher à partir de 1905 dans l'arbre de l'architecture. Cet arbre d'échec, c'est très, très fameux. Ici, Fletcher donnait une vision colonialiste de l'histoire de l'architecture, réservant la place centrale à l'Europe et reléguait les autres traditions, la Chine, le Japon, le Mexique et l'Inde, de l'histoire même. Les autres traditions, ils sont ici, en bas, et puis il y a la voie centrale de l'histoire de l'architecture qui s'achève en Europe. Par contre, en 1836, Gandhi avait encore conçu 3 traditions distinctes et historiques de l'architecture mondiale. Pour Fletcher, seulement l'Europe avait une véritable histoire. L'arbre de l'architecture de Bannister Fletcher est un signe de crise des histoires universelles d'architecture. Il a été usé dans son manuel à partir de 1905 et a été éliminé seulement en 1961. C'est probablement pas une coïncidence que cette période, de 1905 à 1961, marque une crise des manuels qui ont l'ambition de couvrir le monde entier. Dans mon
troisième partie, c'est une espèce d'épilogue, ce n'est pas un vrai chapitre. Je vais énoncer un peu des raisons possibles pour la démise de l'histoire universelle d'architecture. À partir des dernières années du XIXe siècle, l'histoire universelle d'architecture était de plus en plus en crise. Plusieurs développements contribuèrent à la démise d'un traitement compréhensif du patrimoine de l'humanité. La phase de la Première Guerre mondiale, aux années 70, a été nommée par les historiens une phase de démondialisation, de deglobalisation. L'Empire allemand, le Deutsche Kaiserreich, dans la Première Guerre mondiale, par exemple, utilisait l'architecture islamique comme moyen de propagande politique. C'est ce que je montre. À Wunsdorf, l'Empire allemand fait bâtir une mosquée pour les prisonniers de guerre des religions musulmanes. La mosquée à Wunsdorf devrait montrer aux pays musulmans le traitement favorable des prisonniers et les inciter à combattre avec l'Allemagne contre les Alliés et surtout contre l'Empire britannique. Cette mosquée, c'est une espèce de... c'est construit similairement à l'architecture des expositions universelles. C'est une architecture pour être photographiée surtout. Et il y a aussi des cartes postales, il n'y a pas seulement les journaux. Et ça doit inciter au djihad contre l'Empire britannique. Dans l'Allemagne du régime nazi, l'historien d'architecture Albert Erich Brinkmann, qui a écrit des livres fondamentaux sur l'urbanisme, proposait dans son Geist der Nationen, l'esprit des nations, publié en 1938, une vision de l'histoire de l'architecture européenne étroitement liée aux nouvelles théories de la biologie de la race une biologie propagée par le régime. Un monde ravagé par l'antisémitisme exterminateur, le racisme et l'isolationnisme n'était pas une place excellente pour penser le monde. Et ça s'est ressenti aussi se fait sentir aussi dans l'histoire de l'architecture de Nikolaus Pevsner, écrite en 1942 comme un réfugié en Angleterre. Pevsner, qui avait trouvé un abri en Angleterre, avait publié avec Penguin une histoire de l'architecture en Europe. Dans la dédicace, Pevsner savourait que ses fils, après la guerre, pourraient de nouveau voyager dans tout le monde. Et je trouve ça intéressant et je pense que Pevsner, dans la dédicace, avouait les limites de son livre. Livre très imprimé après la guerre. L'intérêt pour l'ethnologie et l'anthropologie mettait en crise l'idée de l'histoire même. Dans l'Allemagne de l'Empire allemand et de la République de Weimar, l'ethnologue allemand Leo Frobenius étudiait l'architecture de l'Afrique. Une source proche à Mies van der Rohe nous dit que l'architecte allemand avait l'Afrique inconnue de Frobenius de 1923 sur sa table. L'ethnologie et l'anthropologie étaient instrumentales à la démise de la conception d'histoire du XIXe siècle. En plus, le mouvement moderne était contraire par principe à l'histoire. Le grand défendeur du Modern Movement, le Suisse Siegfried Gideon, dans son livre sur l'architecture en France de 1928, disait « Malheureusement, l'historien use la vue d'ensemble pour proclamer la légitimité éternelle du passé et pour écraser l'avenir. » Au-delà du mouvement moderne, l'histoire universelle de l'architecture était questionnée par une nouvelle pluralité de l'histoire de l'art. L'histoire de l'architecture de l'Extrême-Orient et de l'Islam, au commencement du XXe siècle, était en train de devenir des disciplines à part. Dans les musées et les colonies de l'Allemagne, l'étude de l'architecture islamique par Friedrich Sarre, le directeur du musée d'art islamique à Berlin, et l'étude de l'architecture chinoise par Ernst Borschmann,
un administrateur colonial en Chine peuvent être apportés comme des exemples. Et il y a aussi le fondement du Musée des Arts asiatiques à Berlin, et il y a beaucoup de livres sur le Japon aussi. La spécialisation géographique et culturelle de l'histoire de l'art et le nouvel intérêt pour la théorie artistique et les sources de l'école de Warburg faisaient que le projet d'histoire universelle était écrit par un auteur semblait de plus en plus démodé. Les grands projets éditoriaux qui traitaient l'histoire de l'art en plusieurs volumes écrits par des spécialistes étaient un produit du temps entre la Première Guerre mondiale et la fin de la République de Weimar. Dans ces histoires, en plusieurs volumes, les thèmes transversaux d'histoire croisée, soit globales, furent quand même complètement marginalisés. Parce qu'il y avait un volume pour l'Inde, un volume pour l'art islamique. La démise des histoires universelles d'architecture ouvrait le champ à des nouvelles approches, souvent plus subtiles et plus sophistiquées. Et je veux conclure avec un exemple singulier et éclairant qui a été traité récemment par Tristan Beddingen. En 1927, un architecte de l'Amérique latine, Angel Guido, avait écrit un petit livre qui cherchait de démontrer le développement indépendant de l'architecture latino-américaine vis-à-vis l'architecture espagnole. L'architecte argentin utilisait le modèle de développement de Heinrich Wölfflin, historien de l'art suisse et maître de Gideon et grand formaliste. Guido avait reçu l'enseignement de Wölfflin par la traduction espagnole des principes fondamentaux de l'histoire de l'art de 1924. En 1915, les principes fondamentaux apparaissent à Munich. En 1924, ils sont traduits en espagnol et ils sont déjà en Amérique latine. Guido ne se bornait pas à simplement adapter le système de Wölfflin à l'Amérique du Sud. S'appuyant sur Wölfflin, Guido postulait un développement indépendant de l'architecture latino-américaine. Guido voulait démontrer que l'architecture latino-américaine était restée plutôt classiciste, se distinguant de l'architecture baroque de l'Espagne. La grande invention d'Angel Guido était de postuler pour l'architecture latino-américaine du XVIIe siècle une période d'émancipation. Et vous le voyez ici, gestation, émancipation, et puis Escuela Hispano-Incaica. C'est cette idée de créer une nouvelle école hispano-incaïque. Angel Guido est une voix précoce du discours postcolonial, avec cette petite histoire croisée entre l'Allemagne et l'Amérique du Sud. Je conclus ma conférence et je vous remercie pour votre attention.